Et le troisième groupe, c'est le groupe intraglandulaire, à l'intérieur de la glande. Là, mettez ça sur le schéma. Donc, il y a un groupe en avant, préglandulaire, un groupe en arrière, rétroglandulaire, et un groupe à l'intérieur de la glande, c'est-à-dire intraglandulaire. C'est une notion anatomique aussi très très importante, parce que lorsqu'on veut réaliser ce qu'on appelle en chirurgie le curage ganglionnaire, c'est l'ablation de tout le territoire de drainage lymphatique de l'organe. Par exemple, si on prend un cancer de la langue, lorsqu'on opère un cancer de la langue, la chirurgie du cancer, c'est une chirurgie d'exérèse. Et cette chirurgie d'exérèse est divisée en deux temps opératoires. Il y a l'exérèse de la tumeur, c'est-à-dire on va faire la résection de la tumeur linguale au niveau de la langue, on va couper une grande partie de la langue. Le deuxième temps opératoire, c'est l'exérèse des ganglions qui sont situés au niveau du territoire de drainage lymphatique de la langue. Et donc on va avoir une exérèse de tous les groupes ganglionnaires, ça s'appelle le curage ganglionnaire. Et lorsqu'on va réaliser le curage ganglionnaire qui intéresse le groupe submandibulaire, là c'est différent par rapport au groupe submental. Parce que l'exérèse du groupe submental, c'est une exérèse isolée des ganglions. Mais lorsqu'il s'agit de territoire submandibulaire, on va avoir l'exérèse des ganglions, mais aussi l'exérèse de la glande. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la glande contient des ganglions intraglandulaires. Et si on laisse en place ces ganglions intraglandulaires et on fait l'exérèse juste des ganglions qui sont situés à l'extérieur de la glande, on peut avoir une récidive de la tumeur. On peut avoir une deuxième apparition du cancer. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut avoir l'exérèse aussi de la glande sous-maxillaire. Et c'est une notion importante qui se base sur cette explication anatomique qu'il faut maîtriser. Donc, vous avez trois groupes, préglandulaire, rétroglandulaire et intraglandulaire. Donc, ce groupe, oui. Là, non, c'est juste pour le schéma. Donc, vous avez trois groupes. Même si vous voulez, je l'efface. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà. Donc, c'est juste préglandulaire, rétroglandulaire et intraglandulaire. Voilà. Donc, ce groupe draine, s'il vous plaît. Ce groupe draine la partie latérale de la cavité buccale. Elle draine la partie latérale de la cavité buccale. Et lorsqu'on parle de la partie latérale de la cavité buccale, c'est la gencive, c'est la face interne de la joue, tout ce qui est paroi latérale de la cavité buccale. Donc elle draine la paroi latérale ou bien la partie latérale de la cavité buccale et elle draine aussi le territoire submental. Voilà, comme on a mentionné sur le schéma. Donc vous allez mettre le schéma du drainage de la cavité buccale. Bon, le troisième groupe, le groupe génien. Le groupe génien, il est constitué par des ganglions qui siègent au niveau du sillon nasogénien. Schématisé ici. Le groupe génien. Il est constitué de 2 à 3 ganglions,
situé le long du sillon nasogénien. Situé le long du sillon nasogénien. Donc, comme vous voyez sur le schéma. Donc, ce groupe draine la partie latérale du nez. Draine la partie latérale du nez. Elle draine la lèvre supérieure. Elle draine la partie sous-orbitaire. Donc, 3 endroits qu'on va schématiser sur le schéma. Donc, vous avez la partie latérale du nez, vous avez la partie sous-orbitaire et vous avez la lèvre supérieure. Voilà les 3 endroits avec des flèches qui indiquent le territoire de drainage lymphatique de ce groupe ganglionnaire. Donc ce groupe ganglionnaire draine au niveau du groupe sous-mandibulaire ou bien sous-maxillaire. Voilà la flèche. Donc elle draine ces territoires et elle se draine vers le groupe sous-maxillaire ou bien sous-mandibulaire, vers le deuxième groupe ganglionnaire. Le quatrième groupe ganglionnaire, c'est le groupe parotidien. Vous avez donc la glande parotide à cet endroit-là. La glande. Donc vous avez le groupe parotidien. Donc le groupe ganglionnaire parotidien. Donc ce groupe est constitué par plusieurs ganglions. Qui siègent au niveau de la loge parotidienne. Elles sont organisées en 2 sous-groupes. Donc ces ganglions sont organisés en 2 sous-groupes. Vous avez un groupe superficiel et un groupe profond. Un groupe superficiel, c'est en dehors de la capsule parotidienne, en dehors de la polyvrose que tapisse la glande parotide, et un groupe profond à l'intérieur de la glande parotide. Donc, ils sont organisés en 2 sous-groupes, superficiels et profond. Le groupe superficiel draine. Le groupe superficiel draine la partie temporale du cuir chevelu. Elle draine la partie temporale du cuir chevelu. Le cuir chevelu. Vous ne connaissez pas le cuir chevelu? Pas la partie temporale de cuir chevelu. C'est là. Donc tout ce qui est là, voilà le schéma de la partie temporale de cuir chevelu. Donc un spinocellulaire, un cancer de la peau, un cancer du cuir chevelu caché entre les cheveux peut se manifester par un ganglion parotidien. Donc le patient ou bien la patiente
vient consulter pour une adénopathie parotidienne. Et si vous n'allez pas examiner la partie temporale du cuir chevelu, vous pouvez passer à côté du diagnostic. Donc un bon médecin, c'est un médecin qui se base toujours sur deux notions dans sa formation médicale et dans sa formation estudiantine. Un, l'anatomie. Deux, la physiologie. C'est la base de la médecine. Et si vous ne maîtrisez pas ces deux sciences, vous ne serez pas des bons médecins. Un bon médecin, c'est un médecin qui maîtrise à la fois l'anatomie et la physiologie. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais passer à côté de ces notions anatomiques. Donc vous allez voir en deuxième cycle, lorsque vous allez commencer la pathologie, avec différentes spécialités, toujours avant de parler de la pathologie d'un organe, toujours un rappel anatomique sur l'organe. Donc c'est l'anatomie et la physiologie qui va vous suivre durant toute votre carrière. Il ne faut pas oublier l'anatomie et la physiologie. Et je vous demande toujours ça, les orifices de la base du crâne, vous les oubliez, le cerveau, vous l'oubliez. On ne fait pas passer les années comme ça. On ne passe pas l'examen et on oublie pour l'année prochaine. Parce que là, vous êtes en train de se former, vous êtes en train d'avoir un métier. Et le métier, ce n'est pas comme une formation universitaire ailleurs. Le métier doit être toujours là. Il se base toujours sur des notions de base. Et les notions de base, c'est l'anatomie et la physiologie que vous ne devez pas oublier durant toute votre carrière. C'est-à-dire à ce stade-là. À ce stade-là, toujours, on se base sur l'anatomie. Dès qu'on va examiner le malade, le réflexe de cet examen clinique, c'est l'anatomie. J'ai une adénopathie cervicale, une adénopathie, c'est-à-dire parotidienne, je sors mon tiroir anatomique. Ce ganglion parotidien, qu'est-ce qu'il draine? Il draine donc la région temporale, la région sous-orbitaire, la région nasale. J'allais voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. J'allais examiner ces endroits-là et je n'allais pas traiter cette adénopathie par un traitement à Lacan, un traitement antibiotique et corticoïde, sans avoir l'étiologie qui explique l'apparition de cette adénopathie. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon médecin, il n'y a pas de mauvais médecin, mais entre les compétences des médecins. Donc toujours aller chercher l'étiologie et l'origine du problème et pas aller traiter symptomatiquement. Quelqu'un qui a mal, on doit chercher pourquoi il a mal et pas aller traiter la douleur par Doliprane. D'accord? Il faut toujours aller chercher l'explication éthiopathogénique de ce problème que présente le patient. Et cette explication éthiopathogénique se base toujours sur une explication anatomique et physiologique que vous devez maîtriser et répéter à chaque fois et chaque année, vous devez avoir un rappel. Donc toujours, en troisième année, quatrième année ou cinquième année, toujours vous avez à côté les cours de la physiologie et de l'anatomie que vous allez vous en servir à chaque fois que vous êtes devant une pathologie d'une spécialité donnée. Toujours gardez vos cours d'anatomie et vos cours de physiologie. Je ferme la parenthèse et je reviens. Donc, ce groupe ganglionnaire superficiel draine 1. La partie temporale du cuir chevelu, 2. La partie périorbitaire externe et 3. La partie temporale. Et quatrièmement, la partie préauriculaire. Voilà les endroits de drainage de ce groupe ganglionnaire parotidien superficiel. Donc, je répète, partie temporale du cuir chevelu, région périorbitaire externe, c'est la partie externe de l'orbite, partie frontale et région préauriculaire, en avant du pavillon de l'oreille. Le groupe profond. Le groupe profond draine les parties molles profondes de la face. Il draine les parties molles profondes de la face. Ces parties molles profondes, c'est la partie postérieure des fosses nasales. Elle draine la partie postérieure des fosses nasales, qui fait partie de ces parties molles profondes. Donc, je répète, deux groupes, ou bien deux sous-groupes. Un groupe superficiel qui draine ces quatre endroits et un groupe profond qui draine les parties molles profondes de la face, précisément la partie postérieure des fosses nasales. Le cinquième groupe,
Le cinquième groupe, c'est le groupe mastoïdien. Le groupe mastoïdien, on va le schématiser à cet endroit-là. Donc le groupe mastoïdien est constitué par 3 à 4 ganglions. Trois à 4 ganglionnaires situés en arrière, ou bien situés au niveau de la région mastoïdienne, situés au niveau de la région mastoïdienne, en arrière du pavillon de l'oreille. Situé au niveau de la région mastoïdienne, en arrière du pavillon de l'oreille. Ce groupe draine 1. le pavillon de l'oreille, 2. la région pariétale de cuir chevelu. Donc elle draine le pavillon de l'oreille et la région pariétale de cuir chevelu. Là, on va le schématiser. Vous avez le pavillon de l'oreille ici, qui se draine vers ce groupe, et vous avez la région pariétale aussi, qui se draine vers ce groupe. Groupe mastoïdien. Le dernier groupe de ce cercle, c'est le groupe occipital. Le groupe occipital, au niveau de la région occipitale, à cet endroit-là. Le groupe occipital. C'est le groupe le plus postérieur. C'est le groupe le plus postérieur du cercle de Quigno. C'est le groupe le plus postérieur du cercle de Quigno et siège au niveau de la région occipitale et siège au niveau de la région occipitale. Il draine deux endroits. Il draine la partie occipitale du cuir chevelu. Il draine la partie occipitale du cuir chevelu et la partie supérieure de la nuque. La nuque. La partie postérieure du cou. Donc il draine la partie supérieure de la nuque. Donc, sur le schéma, vous avez la partie occipitale du cuir chevelu et vous avez la partie supérieure de la nuque en bas. Donc c'est ça le cercle ganglionnaire de Quignon. C'est un cercle qui est constitué d'avant en arrière par plusieurs groupes ganglionnaires qui sont en nombre de 6 et qui sont disposés le long du bord inférieur de la mandibule entre la face en haut et le cou en bas,
à la manière d'un collier. Il a la forme d'un collier à disposition antéro-postérieure. Et chaque groupe ganglionnaire draine une partie bien définie de la face et s'enchaîne vers le deuxième groupe qui suit. Donc la deuxième partie, ou bien le deuxième élément anatomique de ce drainage lymphatique, c'est le chaîne ganglionnaire cervicale.